Bonjour à tous, c'est Handicap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. On est le 27 octobre 2024. Aujourd'hui, on va parler de Julien Rochdy. Pourquoi? Parce que j'ai récemment vu un extrait de l'émission de Nicolas Faure, Sunrise. C'est un mec qui invite souvent des types de droite, qui est clairement sur une ligne un petit peu la même que Le Guise, qui est un ami de Baptiste Marché. C'est toute cette ancienne droite, donc Rochdy, Baptiste Marché, Papacito, El Rayyan, Le Raptor, etc. Toute cette ancienne droite, toute cette ancienne dissidence qui a plus ou moins marché avec, disons, qui a popularisé en fait la droite chez les jeunes, parce que leur public c'était majoritairement des types entre 15 et 25 ans. Ça parlait beaucoup d'eux sur des forums tels que le 18-25, c'était devenu des mèmes, ils faisaient un peu une guerre à la gauche de manière caricaturale. On l'a vu avec la vidéo de Papacito avec le mannequin, ou encore les vidéos de Benchen-Cigar qui étaient très caricaturales, très américanisées, très les gros bras, les biceps, la France, le Moyen-Âge, tout ça. Bref, et chacun ensuite s'est dissipé un petit peu. On n'entend plus vraiment parler de toute cette dissidence-là, parce que elle a été démasquée. Elle a été démasquée surtout depuis l'élection de 2022, avec Zemmour qui a fait un score pitoyable. Et comme tous ces gens-là avaient plus ou moins appelé à voter Zemmour, ou en tout cas représenter cette droite zemmourienne identitaire, un petit peu à la reconquête, ils se sont pris une tollée, donc forcément, ensuite, l'effet de foule, l'effet de masse a disparu. Psychologie des foules, attention. Bref, donc voilà, Julien Rochdy et Nicolas Faure, donc j'en reviens. C'est un petit peu cette nouvelle droite. C'était cette ancienne droite qui est devenue maintenant une nouvelle droite un petit peu intellectuelle. C'est une droite qui ne se concentre que sur le côté intellectuel, sur le côté un peu pareil que Conversano. C'est vraiment des gens qui passent leur temps à lire, qui passent leur temps à réfléchir, qui passent leur temps à trouver des solutions. Alors évidemment, ça ramène moins de public. En fait, chacun ont leur petit public. Donc forcément, ils se contentent de ça parce que je suppose ils peuvent en vivre. Rochdy vit de ses livres. Lui, je ne sais pas qui c'est, Nicolas Faure, je ne sais pas de quoi il vit. Mais voilà, c'est une nouvelle droite qui se recroqueville un petit peu sur elle-même parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et puis je pense que surtout, ils ont tellement été exposés médiatiquement, surtout Rochdy, Benchen-Cigar, etc. C'est des gens qui ont été tellement exposés, ils ont vécu un petit peu ce que c'est la popularité à grande échelle. Le fait aussi de devenir, désolé pour l'anglicisme, mainstream, courant. Et effectivement, ça a fait plus de dégâts qu'autre chose parce qu'en fait, ça a droitisé beaucoup de gens, mais ça les a droitisés de manière caricaturale. C'est aujourd'hui les mêmes qui croient en Bardella, c'est les mêmes qui croient en Zemmour, c'est les mêmes qui... Et c'est des gens qui ne poussent pas la réflexion, et en même temps, pour pousser la réflexion, ça demande d'aller plus loin, ça demande de sortir des clivages, ça demande de s'intéresser à des questions économiques, etc. Et quand tu as 15-20 ans, en général, tu t'en fous un peu de ça. Surtout à droite, les mecs de 15-20 ans, ils en ont juste marre des Arabes, on va pas se mentir. Et c'est pas la meilleure solution. C'est pas comme ça non plus qu'on récupère des voix. C'est pas comme ça qu'on... C'est pas possible. Bref, voilà, j'ai un peu résumé toute cette ancienne droite qui est devenue une nouvelle droite intellectuelle. Et Rochdy en fait partie. Alors Rochdy, chaque fois qu'on l'entend, vous allez voir, je vais mettre l'extrait. Chaque fois qu'on l'entend, il a changé d'avis, quoi. C'est lui, et je pense qu'il se cherche encore, le petit Rochdy. Enfin, le petit Rochdy, j'abuse, je suis plus petit que lui, donc bon. Mais ouais, Rochdy, il se cherche un peu, il surjoue un petit peu, on dirait, l'intellectuel, il surjoue un peu le français râleur, le français un petit peu lassé. Donc bon, c'est un petit peu... On va s'écouter ce qu'ils disent, parce qu'en fait, justement, l'émission, c'est où en est la droite. Parce qu'il y a une nouvelle droite qui apparaît, dont j'ai lourdement parlé récemment. Et donc, eux, c'est un petit peu l'ancienne droite de la nouvelle droite, ou la nouvelle de l'ancienne. Donc c'est assez marrant de voir Rochdy qui fait un petit peu un récapitulatif de cette droite-là. Et on va s'intéresser surtout à un chapitre parce qu'il parle des populo-conspi et des escrocs de la dissidence. Et c'est assez marrant ces termes-là. On va s'écouter ça. Alors je précise, l'extrait il dure 45 ou 50 minutes. On ne va pas tous écouter parce que l'émission a fait 3 heures. L'extrait en question il dure 45 minutes. Donc je vais le mettre en accéléré. Comme ça on va pouvoir s'arrêter dessus, discuter, analyser, voir ce qu'il y a à analyser surtout. Et puis voilà. Je pense avoir fait une bonne introduction. Mettez un like, abonnez-vous, commentez. C'est parti. Mal à créer une équipe qui me ferait du pognon parce que si j'explique plutôt que le mal vient des Français, vient de la France, vient de l'État français et vient encore une fois de nous, bien plus fortement que des Allemands, des Américains, des Anglais, des Juifs, qui tu veux. Si je dis que le problème c'est nous,
ça crée pas un mouvement, si tu veux, tu comprends? Ça crée pas des gens qui vont vouloir me filer du pognon parce que ils se sentent pas appartenir à une équipe. Quand je leur dis, en tout réalisme qui est terrible, c'est vous le problème en fait, c'est moi le problème. Julien, je t'interromps parce que tu viens de balayer d'un revers de la main beaucoup d'ennemis qui sont désignés par beaucoup à droite. Par exemple, les États-Unis sont vus comme l'ennemi principal, l'ennemi mortel de la France, de l'Europe et du monde, par beaucoup de gens à droite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, du coup, les États-Unis sont pas nos ennemis, contrairement à ce que disent ces gens-là? Ça fait partie du truc, si tu veux. Pour finir sur le wokisme de droite qui est le complotisme, c'est que, je t'ai dit, je crois qu'il est inhérent à la nature humaine, à une nature humaine qui est en plus déchristianisée, qui vit dans la mort de Dieu et qui a besoin toujours d'externaliser le mal. On rentrera sur des trucs un petit peu plus prosaïques après, mais philosophiquement, ça vient de là en fait. C'est qu'à l'époque, tout le mal venait du démon, tu sais, du diable. Et il y avait des gens qui pactisaient avec le démon et tu luttais contre ça. L'être humain a besoin d'externaliser toujours le mal. Le mal, c'est toujours l'autre et qui crée des corrompus. Donc, c'est les fameux traîtres, tu vois, par exemple. Et ça marche comme ça, on fonctionne de cette manière. On a besoin de lutter contre le mal en l'externalisant. Sauf que depuis que le christianisme est mort en Europe, en tout cas pas mort, mais a beaucoup perdu de sa force et de sa superbe, eh bien, il y a plein de théories du complot qui naissent et qui agissent selon le même fonctionnement qui est d'externaliser le méchant, d'externaliser la force corruptrice. Si les choses vont mal dans la société, c'est parce qu'il y a des individus qui sont à l'œuvre pour rendre les choses mauvaises. Il y a des individus qui font en sorte que je sois au chômage. Il y a des individus qui font en sorte que je sois malheureux. Il y a des individus qui font en sorte que je sois envahi par l'immigration. Des individus qui... Le mal a besoin d'être caractérisé. Il y a des corrupteurs, il y a une force corruptrice, et il y a des gens qui pactisent avec ce mal, et ça, c'est l'élite. Non, mais c'est la nature humaine, effectivement, de penser à ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours cette... Il y aura toujours une partie... Ah, mais on n'est pas obligé de jouer dessus, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui jouent dessus. Mais oui, mais le problème, c'est que... Alors, bon... C'est très intéressant ce qu'il dit. Rushdie, franchement, honnêtement, Rushdie n'est pas inintéressant. Dans le sens où, de tous ceux qui ont émergé dans le camp à droite, qui ont émergé de manière populaire ces 10 dernières années, si on enlève toute l'ancienne dissidence avec les Soral, Jeudeau, Selim Laibi, enfin tous ces personnages-là, chacun qui représentaient déjà, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même culture, qui ne viennent pas aussi de la même époque, si on parle vraiment de cette nouvelle droite, Rushdie, je crois que c'était le seul qui était, on va dire, le plus intéressant dans le sens où il a compris que s'il voulait être crédible à droite et s'il voulait être crédible en politique, parce que lui, il faut rappeler qu'il vient quand même de la politique politicienne, il vient du Rassemblement National Jeune, je crois. Il était au Rassemblement National, il a travaillé beaucoup de questions, il a travaillé en fait son logo, il a vraiment travaillé bien qu'il fait énormément d'erreurs, on en fait tous, pas se mentir, il tombe dans énormément de pièges, il tombe dans énormément de sophismes, c'est l'ego qui parle aussi, Rushdie. Rushdie, on voit qu'il est complètement bouffé par son ego. Il prend les commentaires trop à cœur, etc., etc. Mais bref, en tout cas, c'était le plus intéressant dans le sens où quand tu compares un Baptiste Marché qui te dit pour récupérer la France, il faut mettre des tartes, d'accord, à un Papasto qui te dit oui, mais en fait, il faut remettre le Christ, d'accord. Et encore, j'ai rien contre le Christ, j'ai rien contre, vous le savez très bien, ici, on fait même l'éloge du Christ, mais on ne remet pas un pays en place de 70 millions d'habitants avec 80% de personnes complètement, comme il l'a dit, déchristianisées, athéisées, laïcisées. On ne remet pas simplement le Christ au milieu du village ou l'église au milieu du village et tout va être réglé. C'est pas ça. Et justement, je crois qu'il en parle à un moment, Rushdie. Tout ça, c'est non. On ne remet pas la France debout en caricaturant le Moyen-Âge. On ne remet pas la France debout en caricaturant le Christ. On ne remet pas la France debout en expulsant des migrants à la frontière comme l'a fait Thaïs Escuffon avec Génération Identitaire à l'époque. On ne remet pas la France en place en relayant de l'actualité migratoire comme le fait Damien Rieu. C'est là où Rushdie, moi, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas forcément ses idées, je trouve qu'il est, pareil, assez caricatural, très sophiste, etc. Bref, mais sur ça, il a raison. Le problème, il vient d'abord de nous. Après, ça dépend de quel problème il parle. Pour ce qui est de l'immigration, par exemple, je suis désolé, l'immigration, elle ne vient pas de nous. On a beau nous faire croire que oui, mais on a voté, oui, mais non. L'immigration, elle ne vient pas de nous. L'immigration, elle sert au capital, elle sert à faire baisser les salaires, elle sert à plein de choses. Mais là, c'est le régime économique qui tient aussi les rênes du régime économique, etc. Pour le coup, pour ce qui est de l'atmosphère française, pour ce qui est du nivellement par le bas, pour ce qui est de l'éducation, pour ce qui est… Effectivement, nous-mêmes, en tant que Français, on a un grand rôle à jouer, ne serait-ce que dans notre pays. Et c'est le problème d'ailleurs de la France qui s'est trop basée sur un État fort. Et même aujourd'hui, si l'État n'a plus vraiment de puissance au sens premier du terme, le fait d'avoir autant d'aide, le fait d'avoir autant d'assistance par l'État, le fait d'avoir autant de fonctionnaires, on attend trop de l'État. Aujourd'hui, quand tu es malade, l'État il prend en charge. Aujourd'hui, quand tu as ceci, l'État il prend en charge. L'école, l'État il prend en charge. Inconsciemment, dans notre tête en tant que Français,
l'État prend tout en charge. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'individus, on finit par être totalement infantilisé par cet État. On finit par être complètement assisté par cet État. Nous sommes des assistés, en réalité. Nous sommes des assistés. On est clairement des assistés. Et je comprends ce que dit Rushdie, dans le sens où, même ne serait-ce que dans les valeurs, ne serait-ce que dans les... Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc bref. Donc sur ça, en tout cas, même le fait de combattre le mal, etc., je peux comprendre. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec le complotiste, parce que je pense qu'en fait, il a tellement pris cher par les complotistes en question qu'il ne pourra jamais tendre la main à ces complotistes. Il ne pourra jamais s'interroger sur le complotisme en question. Il réduit trop le complotisme à quelques personnes qui lui en ont mis plein la gueule, parce que Rushdie, il a pris cher. Hein. Rushdie, c'est devenu un mème. Hein. C'est comme Mention Cigar. Hein. C'est des types qui se prenaient trop au sérieux, qui sont arrivés sur Internet en se prenant trop au sérieux, et ils se sont rendus compte que sur Internet, il ne faut pas se prendre au sérieux. Moi-même, je ne me prends pas au sérieux. Il y a des gens comme Papacito qui a compris qu'il ne fallait pas se prendre au sérieux. C'est pour ça qu'il déconnait, c'est pour ça qu'il l'a compris très tôt. Bench et Rushdie, c'est les deux seuls qui se sont pris bien trop au sérieux, qui ont cru que la politique sur YouTube, c'était comme la politique politicienne, fallait être carré, Non, non les mecs. Et d'ailleurs, on voit que Rushdie et Baptiste, c'est ceux qui supportent le moins les critiques, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, à chaque fois qu'ils sont en interview, à chaque fois ils parlent des gens qui les critiquent, à chaque fois ils parlent des... Et on sent qu'il y a une certaine... c'est même du non-verbal, hein, on le sent, Rushdie, il porte ça sur sa gueule. Quand il parle des conspis, quand il parle des gens qui le critiquent, quand il parle des... On sent qu'ils le prennent mal, et je pense que c'est parce qu'ils prennent trop les choses à cœur. Et on ne va pas leur reprocher d'être trop humains ou d'être trop... peut-être qu'aussi ils veulent se remettre en question, ils sont très critiques d'eux-mêmes, donc dès qu'il y a une critique sur eux, c'est compréhensible, mais au bout d'un moment, si tu prends même les commentaires des mecs de 15 ans sur des forums, ça va plus, ça va plus. Et c'est un des problèmes de Rushdie aussi. Il y a ces gens qui ont besoin, il y a tous ces gens qui ont besoin d'entendre ce discours-là, qui sont sur Internet la plupart du temps, et qui, du coup, il y a une demande, donc il y aura une offre. Là, oui, mais attends, Julien, nous, on n'est pas tombé dans ce truc-là, ça aurait pu nous faire de l'argent, des vues, comme jamais. Mais est-ce qu'on n'est pas stupide finalement? Je veux dire, non, mais on croit vraiment à ce qu'on veut défendre, c'est-à-dire à améliorer la civilisation européenne. Je suis d'accord, mais on gagnerait plus d'argent, on aurait plus de partisans si on était dans cette logique. Vous avez entendu ce qu'il a dit? On veut améliorer la civilisation européenne. C'est là où je me sépare d'eux. Moi, c'est là où je me sépare d'eux, et c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas leur public d'ailleurs. C'est pour ça que leur public ne sera que des types de 15 ans qui ne pensent que court-termistes. C'est pour ça qu'ils se plaignent, parce qu'en gros, le reste de l'interview, ils se plaignent de ne pas faire de fric, ils se plaignent de ne pas avoir de subventions comme la gauche, ils se plaignent de ne pas faire beaucoup de vues comme certains mecs de droite ou quoi que ce soit, mais c'est normal. Quand votre ligne, elle repose sur l'identitarisme, sur la civilisation européenne, mais vous allez sur Twitter, les types de droite qui vous parlent de civilisation européenne, d'identité, moi je les connais, j'ai fréquenté ce milieu-là. J'ai fréquenté des bars nationalistes, j'ai fréquenté des mouvements de droite nationaliste, des mouvements de droite identitaire sur Internet, dans le réel, etc. La plupart, c'est des mecs qui n'ont aucune culture, c'est des mecs qui ne connaissent aucun penseur de droite, c'est des gens qui ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est des gens qui ne vivent que par l'anti-gauchisme. Ils ne sont de droite que par haine du gauchisme. C'est-à-dire qu'ils sont de droite parce que être de gauche pour eux, c'est être homo, c'est être faible, c'est être fragile. C'est ce qui fait qu'ils ne voudront jamais s'intéresser à des grands penseurs de gauche, ils ne voudront jamais s'intéresser à Marx, ils ne voudront jamais s'intéresser même ne serait-ce qu'à la question sociale, parce que pour eux, la question sociale, comme c'est historiquement de gauche, être de gauche, c'est fragile et homo, donc je préfère pas. C'est vraiment ça le niveau de la droite, c'est vraiment ça. Ce qui fait que quand un mec de droite identitaire, un peu neuneux, qui te parle de civilisation européenne, te faisant croire que le français c'est le même que le belge, que l'allemand ou que le bulgare, bon, déjà là, va dire à un basque qu'il est comme un corse, il va te foutre deux claques. Alors va dire à un français qu'il est comme un belge ou qu'il est comme un flamand, comme un suisse, comme un... Non les mecs, non. Donc bref. Et je sais plus ce que je disais. Bref, donc voilà, quand tu as ces identitaires-là de 15-20 piges qui sont complètement... qui sont caricaturaux, et voilà, ils ne pensent que par l'identité, que par la couleur de peau, que par... ils te parlent du Christ, mais ils ne sont jamais allés dans une église. D'ailleurs, c'est les mêmes qui se plaignent que les églises se vident, alors qu'ils y vont eux-mêmes pas. Oui, il y a plein de mosquées qui se construisent, d'accord, mais est-ce que tu vas à l'église? Tu donnes du fric à l'église? D'accord. Tu as un pote prêtre? Je sais pas, tu connais des prêtres? Non, voilà. Donc ils connaissent pas de prêtres, ils vont pas à l'église. Et l'autre fois, j'ai vu un mec sur Twitter, il me disait « Oui, mais on s'en fout de ça, l'église c'est un monument culturel, ça représente la France et le christianisme. » Mais mec, ça ne suffit pas ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Donc le mec, il veut juste une église parce que l'église, ça représente l'homme blanc chrétien. Et donc une église qui se vide ou une église qui se détruit face à une mosquée, bah c'est l'homme qui se... Mais c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Donc bref, donc ces types-là de 15 ans, quand ils voient un mec comme Rushdie qui te parle de civilisation européenne, d'homme blanc, etc., ah, forcément, il est content. Mais le problème, c'est que les gars, vous vous plaignez de ne pas avoir de fric, mais les mecs de 15 ans, de 1, n'ont pas de fric, et de 2, les gens qui sont... qu'on peut comparer à des adolescents, qu'on peut comparer à des gens qui pensent de manière court-termiste, c'est des gens qui ne durent pas dans le temps. Comme le dit Soral. Hein. Soral, il dit le combat politique, c'est 40 ans. Tu vois Jean-Marie Le Pen, c'est 60 ans de combat. Tu vois Benedetti, c'est 40 ans de combat. C'est des types qui n'ont pas lâché la politique parce qu'ils ont trouvé du boulot ou ils ont trouvé une gonzesse. Et c'est ça le problème. C'est que tu vois des mecs comme Baptiste Marchais qui a lâché complètement le terrain politique. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une gonzesse et il a trouvé du boulot au Texas. Raptor Dissident, pourquoi il a quitté la politique? Parce qu'il a compris que de 1, la politique c'était méchant, mais de 2, parce qu'il s'est marié entre temps, il a eu un gosse et il a trouvé du boulot. Il a ouvert son entreprise là, de complément pour avoir des gros muscles. Voilà. Donc dès qu'en fait il rentre dans le business et donc dès qu'il rentre dans la société marchande et dans le capital, et donc dans le système libéral, ultra-concurrentiel, faussement démocratique, bah ces gens-là, ils arrêtent la politique parce qu'ils comprennent que la politique, ça va leur mettre des bâtons dans les roues, ça va leur faire perdre du fric. Donc en fait, ce n'est pas des vrais résistants. Les vrais résistants, ils trouvent un boulot, ils se marient, ils ont des gosses, et en plus, ils militent. Et en plus, ils adhèrent à certaines idées. Et en plus, ils continuent de vivre. Il y en a certains, ils font de la politique dans leur jeunesse, de 15 à 20 ans, 25 ans, et dès qu'ils trouvent du boulot, ils arrêtent. Ils disent, c'est bon, c'est la vie d'avant. Ouais, mais ok, mais la France... Ah non, mais t'inquiète, oui, ok, voilà. Donc en fait, t'es rien, t'es un laquais, t'es un pleutre. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de fric, les mecs. Vous n'avez pas de fric parce que les gens qui vous suivent sont des gens qui ne pensent que de manière court-termiste. Parce que vous avez, malheureusement, vous avez craché à la gueule et vous avez fermé les portes à ceux qui, eux, étaient dans le combat long-termiste. Et vous savez très bien de qui je parle. Binaire des choses et qu'on n'essayait pas d'entrer dans la complexité. Si on disait voilà, le méchant c'est lui, le méchant c'est l'Union Européenne, le méchant c'est l'Amérique, le méchant c'est le juif, le méchant c'est le sioniste, le méchant c'est le franc-maçon, le méchant j'en sais rien. Ouais. Et une fois que tu caractérises un ennemi et que tu dis que tout est de sa faute, tu vas avoir des gens derrière toi. Ouais, mais Julien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui à droite font commerce de ça sciemment, cyniquement? Alors déjà, je suis un peu... Je suis un peu malheureusement fataliste sur le sujet dans la mesure où je te dis qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin d'un discours aussi simpliste et que tu ne pourras rien faire. Si tu veux, il y a quelque chose qui est irréductible de ce point de vue-là. Il y a un public qui est pour ça. Je pense que ce public sera toujours, je ne peux pas donner un pourcentage, mais sera toujours relativement important, mais ne sera jamais en mesure de changer. Je ne suis pas d'accord parce que là, il parle, donc oui, il parle des gens qui disent oui, le monde est contrôlé par les juifs, les francs-macs, etc. Je peux comprendre, moi-même j'en connais certains. Parce que moi, vous savez que ma ligne, c'est ni gauche ni droite, c'est aussi dénoncer les élites, c'est dénoncer le masque, c'est faire tomber les masques même, je dirais. C'est dénoncer l'ennemi, nommer l'ennemi, comme le dit Soral, il faut nommer l'ennemi, c'est important. Maintenant, parce que effectivement, par exemple, ER, Soral et toute cette mouvance, etc., Benedetti, Dieudo, voilà, ils ont souvent été affiliés à oui, mais en fait, ils disent que l'ennemi c'est le sioniste et le juif, Pas du tout. Ils te disent que quand il y a un souci, ils font le CV de ces mecs-là, ils font l'historique de ces mecs-là qui sont témoins de ce problème-là, ou qui amènent un problème, ces porteurs de problèmes ou ces porteurs de... Ils décortiquent, ils font le CV, ils regardent les fréquentations, c'est tout. Quand tu vois Macron, quand tu vois les fréquentations de Macron, comment il est monté à la banque Rothschild, comment il a atteint le pouvoir, de qui il est proche, Jacques Attali, très bien, truc, machin, tu décortiques et tu te rends compte qu'il y a un véritable boulot derrière et que derrière, il n'y a pas que le juif ou le sioniste. Derrière, il y a le milliardaire, ceci, il y a cette personne d'influence, il y a ce politique-là, il y a ce réseau d'influence. C'est ça aujourd'hui. C'est fait et document, c'est égalité-réconciliation. Rushdie, le problème, c'est qu'il essaye volontairement de dire que ce travail-là de fait et document, de Soral et de certains qui font le boulot aussi, que je n'ai pas en tête actuellement, mais certains qui font le boulot et qui ne dénoncent pas que le juif ou le sioniste, ou que le franc-mac, ou que le... Il essaye de réduire ce travail-là aux petits complotistes de bas étage qui, eux, effectivement, font commerce ou font un petit peu de vue sur ça, en disant « Ah, les juifs, regardez, c'est lui qui pose problème » ou « Regardez, lui, il est franc-mac » ou « Regardez, lui, il a fait tel signe, il a fait ce signe-là dans une vidéo secrète et en fait, ce signe-là, ça veut dire que… » ou « Il a fait telle poignée de main » ou… Oui, mais le souci, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est à nous aussi, en tant que bons comploteurs, de faire le tri chez les bons et les mauvais comploteurs. Mais c'est aussi à vous, les mecs, dans votre camp à droite, à votre espèce de… On peut appeler ça…
une droite un peu sectaire parce que vous voulez que certains gens de droite. C'est à vous aussi d'être honnête, d'être dans une démarche d'honnêteté et de dire qu'il y a les bons comploteurs et il y a les mauvais comploteurs. Parce que là, on dirait que vous réduisez tout le complotisme à un ridicule. Mais excusez-moi, sur le Covid, on a eu raison. Sur le Covid, on a eu raison. Sur le Covid, on a eu raison. C'est tout. Sur le pass vaccinal, on a eu raison. C'est vrai, c'est vrai. Sur le flicage de la population, on a eu raison. On était les premiers à dénoncer le système chinois qui utilisait ce flicage et qui allait arriver en Europe et en Occident. Aujourd'hui, c'est vrai. Pendant les JO, ils l'ont mis en place. Tout ça arrive. Et ça, c'est du bon complot. Je suis désolé. On ne devrait même pas nommer ça du complot, en fait. On devrait juste dire que c'est des gens qui ont un temps d'avance sur les autres. C'est tout. C'est tout. Et le problème, c'est que Rushdie, voilà, tout de suite… Et ça me rappelle son débat contre Youssef Indy. Il s'était fait démolir, malheureusement. Enfin, malheureusement, moi, je suis content, je suis du côté d'Indy, hein, mais c'est dommage. Rushdie est tombé dans l'émotionnel et dans le pathos. Et je pense que ça, il s'en est jamais remis. C'est pour ça, quand il dit nanana, ils disent toujours que l'ennemi, c'est le sioniste ou le juif. Je pense qu'il parle de Youssef Indy à ce moment-là. Parce que Youssef Indy, il a une culture énorme, c'est un grand historien, c'est un type brillant, intelligent que j'ai reçu sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez vous choper son livre « Comprendre le conflit israélo-palestinien », c'est en description. C'est un type merveilleux et très intelligent qui a mis complètement à mal Rushdie. Et à un moment, il parlait, je sais plus, je crois qu'il parlait à un moment d'immigration, etc. Et il parlait du halal en France. Le halal qui arrive en France, etc. Donc Rushdie disait que c'était horrible, etc. Il me semble. Et puis à un moment, il dit, ils en arrivent à qui détient le halal en France ou en Occident. Et là Rushdie, il dit, oui, bah toi Youssef, on sait très bien que tu vas dire que c'est les juifs et tout. Et là Youssef, il dit, non, pas du tout. Oui, alors effectivement, dans ceux qui tiennent le halal, il y en a 2, 3 qui sont juifs, mais il y en a aussi ceux qui sont français, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. Voilà. Il n'a pas dit que tout le monde c'était… Et là Rushdie, il s'est trouvé, voilà… Parce que sophisme, parce que voilà, il réduit trop les gens, et ça c'est le côté français très médiocre, de mettre des gens dans des cases pour se sentir mieux, se dire voilà, lui, il pense de telle manière, donc il est forcément ça. Et donc tu te sens mieux en mettant quelqu'un dans une case parce que tu arrives à le catégoriser, donc tu arrives à le mépriser d'une certaine manière, ou tu arrives à avoir l'ascendant sur lui ou à être condescendant envers lui, parce que tu sais qu'il est dans une case et que cette case-là, elle t'est inférieure, etc. etc. C'est ça, Rushdie. Et vous allez voir, regardez les commentaires de l'émission. Hein. Les commentaires de l'émission ne vont pas du tout dans le sens de l'intervieweur et de l'interviewé. Pas du tout. Le 3/4 critique justement Rushdie parce qu'il utilise les mêmes armes que les ennemis qu'il dénonce. Moi, je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Hein. On combat certaines personnes, mais n'utilisez jamais leurs armes. Soyez plus intelligents qu'eux. Hein. Le meilleur moyen de détruire un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. N'oubliez pas. Réellement les choses. Et d'ailleurs, tu le vois, tout ce public de la dissidence est très très fort sur Internet, sur YouTube en particulier. Mais c'est des gens qui ne font rien d'autre que consommer des vidéos et aller aux manifestations de Philippot éventuellement, mais ces gens-là ne font pas du tout peur au système. Donc en fait, ils s'entretiennent tous dans la haine du système, mais ne lui font absolument pas peur. Je veux dire, même cet anti-américanisme dont tu parlais, si tu veux, c'est l'ennemi le plus agréable à avoir, l'Amérique. Parce que s'il y a bien un empire qui, en tout cas pour ce qui est des Européens, est très amène, c'est bien l'Amérique. Quand tu compares avec ce que faisait l'Empire romain, ce que faisaient d'autres empires dans l'histoire, quand des populations étaient réfractaires, qui exterminaient tout le monde. Je veux dire, l'Empire romain, dès qu'une population, CF, les DAS par exemple, lorsqu'une population était réfractaire, ils y allaient, ils déportaient la population et massacraient la moitié. L'Amérique nous balance ses programmes culturels et ses films via Netflix, mais fondamentalement, elle fait 2-3 assassinats en Europe peut-être de temps en temps, mais elle fait pas grand-chose. Et tous ces gens qui sont très anti-américains, utilisent des iPhones, regardent des films américains et vivent dans un monde qui a été forgé à moitié par l'Amérique et se permettent sur les réseaux sociaux et dans quelques conférences et sur YouTube américain aussi d'ailleurs au passage, de dire oui, il faut lutter contre la présence américaine. Mais tous ces gens n'ont aucun pouvoir et je pense que l'Amérique, enfin la CIA doit les regarder en se marrant en fait. La limite les financer, tu vois, ces mecs-là, il faut qu'il y en ait presque, tu vois, ça doit faire rigoler les Américains, tout ça. Donc si tu veux, c'est facile d'être contre le grand pouvoir américain qui serait du coup l'origine de tout le mal et de toute la corruption du monde et du monde européen en particulier, et sans lequel évidemment l'Europe serait florissante, la France serait le premier pays au monde, le peuple serait riche, nous n'aurions pas de déficit public monstrueux, nous n'aurions pas d'immigration, pas de promotion du métissage, tout ça est complètement délirant parce que tout ça vient de la France, même en premier lieu. Je veux dire, mais bon bref, tous ces souverainistes et tout. Je suis pas d'accord. D'où vient le féminisme? Le féminisme, ça vient de l'Amérique. Le wokisme, ça vient de l'Amérique. Toutes ces idées nauséabondes, elles viennent toujours d'Amérique 10 ans avant. Et nous, en France, on les recopie. Il suffit de voir aujourd'hui le YouTube français. Regardez le YouTube Game. Là, on parle des YouTubeurs, etc. Ils recopient tous MrBeast. Ils recopient tous les gros YouTubeurs américains anglo-saxons.
Parce que c'est ce qui marche. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons et les américains vont dans le sens du capital. C'est des gens naturellement libéraux, naturellement, c'est normal. Leur continent, il s'est créé à partir du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, c'était les Amérindiens. Avant, c'était… Donc forcément, ils ont dû se débrouiller. Ils ont dû se débrouiller en vendant et en marchandant sur du faux. En marchandant sur du spectaculaire. C'est pour ça qu'ils sont très spectaculaires dans leurs films, dans leurs… Les Américains sont beaucoup dans la démesure, parce que c'est normal. Ils ont dû rattraper tout le retard qu'ils avaient. C'est normal. Et vous regardez aujourd'hui le YouTube américain, c'est que ça. Et aujourd'hui, c'est arrivé en France. Moi, je regardais déjà des YouTubeurs américains il y a 5-10 ans. C'est le YouTube qu'on a aujourd'hui. C'est le YouTube qu'on a aujourd'hui. Enfin, le YouTube français qu'on a aujourd'hui. Évidemment. Toutes les modes viennent d'Amérique. Toutes les modes viennent d'Amérique. Bien sûr. Et c'est évidemment nauséabond. On n'arrive plus rien, nous n'arrivons pas à innover. Nous n'arrivons pas à créer, à concevoir nous-mêmes. On reproduit bêtement l'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont mis en avant, c'est les influenceurs, c'est les faux penseurs, c'est tous ces mecs-là qui ne se contentent que de recopier l'Amérique. C'est évident. Même un mec comme Andrew Tate, regardez le nombre de gens maintenant qui recopient Andrew Tate. Bon, bien qu'aujourd'hui il habite en Europe, il est originaire d'Amérique. Andrew Tate, c'est ça. C'est le côté, oui voilà, fais de l'argent, même si c'est immoral, etc. Il faut que tu fasses de l'argent parce que pour quitter la matrice, il faut que tu fasses de l'argent. Ce qui est complètement ridicule d'ailleurs, mais il vous tombe complètement dans ce piège matérialiste, complètement de posséder des choses parce que en possédant des choses, tu vas être fort, tu auras de la puissance, tu auras du pouvoir. C'est un peu le discours de Tony Montana dans Scarface. C'est voilà, il te faut l'argent parce qu'avec l'argent, tu as le pouvoir, avec le pouvoir, tu as les femmes. Voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui la pensée qui réside dans les banlieues, la pensée qui réside chez les jeunes. C'est ça. C'est aujourd'hui, il nous faut du fric parce qu'avec du fric, tu as le pouvoir, tu as le respect. Le respect, c'est important. Et le respect, tu as les femmes. Ah oui, et les femmes, tu as la jouissance, évidemment, voilà. Tout se résume à une question de jouissance. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de… La question spirituelle est très peu présente en Amérique. Elle est très peu présente. Même la question de la morale en Amérique est très peu présente. La question de la morale est très peu présente. Très très peu. Et eux qui parlent d'ailleurs qui n'osent pas critiquer l'Amérique, pour moi c'est… En fait, eux ils sont pro-Union Européenne. En fait, ils veulent d'un côté qu'on ne soit plus ennemi avec… Enfin, qu'on ne désigne pas l'Américain comme l'ennemi, enfin l'Amérique comme l'ennemi, parce que l'Amérique peut nous aider, l'Amérique peut nous protéger, l'Amérique peut… etc. 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 C'est ça leur discours. Hein. Et en plus de ça, ils ne veulent pas que la France devienne indépendante. Elle veut qu'elle soit complètement assujettie et complètement soumise à l'Union européenne parce qu'en faisant l'Union européenne, on pourra faire une mini-Amérique. Et si on fait une mini-Amérique, si en plus on est allié à l'Amérique, ça fera une grosse Amérique et donc forcément on deviendra plus puissant que la Russie, plus puissant que la Chine. Voilà, c'est tout. En fait, ce sont des gens qui veulent un empire, ce sont des gens qui veulent grossir, ce sont des gens qui veulent vivre, qui veulent représenter la démesure. C'est des gens qui ne veulent pas se dire, bon, quitte à être plus petit, quitte à être moins puissant, mais retrouvons une certaine indépendance, retrouvons une certaine liberté, retrouvons une certaine… Ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est des gens qui vont dans le sens du capital en réalité. Là, Francis Cousin, il se marrerait en écoutant les deux. Il te dirait que voilà, c'est simplement, ce sont des agents du capital, des agents du fétichisme de la marchandise qui ne font qu'aller dans le sens du capital parce que le capital, n'oubliez pas, ne valorise que ce qui le valorise. C'est tout. Le capital ne valorise que ce qui le valorise. Rushdie aujourd'hui, voilà, il caresse dans le sens du poil l'Amérique parce qu'aujourd'hui, voilà, l'Amérique, elle est contente. L'Amérique, c'est le capital. C'est tout. Il faut penser ça. Il faut penser ça. Tout ce qui est question d'indépendance, tout ce qui est question de retrouver une certaine souveraineté, une certaine liberté de jouir, non pas jouir de manière physique, mais jouir de manière métaphysique et atmosphérique, tout ça, ils n'en veulent pas. Tout ça, ils n'en veulent pas. C'est populo-conspi que tu décris si bien, joue sur cette corde-là parce que je te dis, il y a un public. Et tu vois, je le constate avec Radio Courtoisie. Il se trouve que depuis le début septembre, j'ai accepté de faire une petite chronique sur Radio Courtoisie une fois par semaine. Pourquoi? Parce que Radio Courtoisie essaye de lutter contre cette ligne. Alors, en invitant toujours des gens de cette ligne, mais je sais que les gens qui tiennent cette radio ne sont pas partisans de cette ligne. Mais parce qu'ils ont besoin de faire de la vue et du pognon, eh ben, ils donnent à manger à cette ligne-là. Et ça vient aussi, c'est historique, c'est parce que Radio Courtoisie, pendant le Covid, c'était très très populo-conspi, notamment parce que… Radio Courtoisie aujourd'hui… Je crois que c'était Clémence Soudiakova qui tenait la matinale de Radio Courtoisie il y a encore un an et demi. Elle est totalement populo-conspi à fond, elle joue le truc à fond. Ouais, maintenant elle est partie sur Toxin, qui est devenu un truc ultra conspi à 100%.
Mais le problème, c'est que le public qui a été extrêmement nombreux à écouter Radio Courtois. C'est bizarre, ils parlent de conspi. On dirait, en fait, on dirait des gauchistes mentaux. C'est-à-dire les gauchistes qui te disent raciste, antisémite. C'est pareil, là, c'est conspi. Ils ne veulent pas rentrer dans le débat. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions-là? Parce que déjà, conspi, qu'est-ce que c'est le conspi pour eux? Parce que là, ils n'ont pas trop... ils réduisent le bon conspi et le mauvais conspi. Ils font exprès de faire l'amalgame entre les deux. Mais en plus de ça, depuis tout à l'heure, ils ne sont même pas rentrés dans, je sais pas, peut-être une démystification du conspi. Si tu penses que le conspi, c'est de la merde, bah vas-y, Rochdi. Sors tes livres, sors tes bouquins et essaye de débunker et de démystifier ce fameux populo-conspi. Vas-y. Vas-y, on te laisse t'intéresser à Jean-Michel Trogneux, l'affaire Jean-Michel Trogneux. On te laisse parler du sionisme. T'as jamais parlé du sionisme, quand je dis, c'est marrant. On te laisse parler du sionisme. Vas-y. On te laisse parler du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Vas-y. La dernière fois que tu as essayé d'aller sur notre terrain, tu t'es mis face à Youssef Indy, tu t'es fait ridiculiser. Tu as fait 3 tours de ton slip. Donc, Rochdi, reste à ta place, Rochdi. Reste à ta place. Continue à parler de ta droite intellectuelle, identitaire, je sais pas quoi, la pro-Amérique et pro-Union européenne, c'est très bien. N'essaye pas d'aller sur notre terrain, tu n'as pas le niveau. Tu n'as as encore été complètement ridiculisé récemment là, sur une chaîne, je sais plus quoi, tu parlais de l'Ukraine. Tu t'es fait ridiculiser sur Twitter. Tu t'es fait ridiculiser. Même moi, j'ai demandé quelle était la différence entre Rochdi et BHL, j'ai fait 500 likes. Je te jure, les gens aujourd'hui ne voient plus la différence entre toi et BHL ou entre toi et un neuneu de chez BFM ou de chez CNews. On ne voit plus la différence, voilà. Donc, sois un petit peu plus rationnel, sois un petit peu plus honnête et tu critiques le populo-conspi, c'est très bien. Mais alors, sois intelligent, tu es un homme intelligent, Rochdi. Débunk-le, démystifie-le, vas-y. Prends tes outils, prends tout ce que tu veux, démystifie-le. C'est marrant de dire ceci, cela, c'est comme les gauchistes, ils te traitent de raciste. Pourquoi? Raciste, je discute pas avec les racistes. Bon, d'accord. Mais alors pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Non, ok. Antisémite. Voilà. Vous faites la même chose, les mecs. Vous faites la même chose. Et en général, vous savez, c'est un petit peu comme les communistes qui traitaient tous les autres de fascistes, tous les autres de racistes, de trucs de machin. C'était pour éviter le débat. C'était pour éviter le débat et essayer de ridiculiser ces gens-là envers l'opinion publique pour éviter justement de les mettre en avant, pour éviter de... C'était la même technique. Donc vous recopiez des techniques communistes, vous recopiez des techniques de gauchistes, des techniques de wokistes. Les wokistes, c'est les premiers, avec la cancel culture, tout ça, qui refusent de débattre avec un homme blanc hétéro parce qu'il est homme blanc hétéro. Non, t'es homme blanc hétéro, t'as pas le droit à la parole, t'as été un colon, t'as été ceci, t'as été cela. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que je n'aime plus cette droite-là, parce que cette droite-là, en réalité, c'est du gauchisme mental. Et elle ne vit d'ailleurs que par la haine du gauchisme et par l'anti-gauchisme. Elle ne vit pas de ses propres idées, elle ne vit pas de la conception d'idées, elle ne vit pas de grandes idées, elle ne vit pas Non. En vrai, la droite, c'est ça. La droite, c'est que de l'anti-gauchisme. Et d'ailleurs, si le gauchisme, en réalité, était repris par des gens sérieux, qui reprenaient la question sociale au sérieux et qui même intégraient les questions nationalistes et nationales au sein de leur mouvement, aujourd'hui, la droite, elle perd tout son électorat. Elle perd tout son électorat. Vous pouvez en être sûr. Mais heureusement, il y a certains gens de gauche qui s'occupent justement de ne jamais traiter la question du social et du national. Bon, d'ailleurs, parce que social et national ensemble, vous savez. Ah bah oui. À le suivre sur YouTube, désormais se retrouve avec une matinale qui est beaucoup plus nuancée. Donc ça, c'est clair que ça, ils supportent pas ça. Oui, bah en fait, le problème, c'est qu'ils sont habitués aujourd'hui, depuis le Covid, aujourd'hui et depuis le Covid, à un discours qui est conformiste, parce que de la même manière qu'il y a un conformisme de la bien-pensance, il y a aujourd'hui un conformisme de la mal-pensance et de la dissidence. Il faut que tu penses de telle ou telle façon, sinon t'es un traître, t'es un enfoiré. Et moi, je m'amuse, si tu veux, parce que je fais sur Radio Courtoisie, des éditos, et parfois je vais à l'encontre de la pensée dominante dans ce qui est censé être l'anticonformisme, à savoir la dissidence, et je m'en prends plein la gueule dans les commentaires. Mais c'est marrant parce que je regarde et je me dis que à chaque fois c'est toujours pareil. Les premiers commentaires qui arrivent dans la journée lorsque la vidéo est postée sont toujours détestables, et après, dans la soirée, il y a certains commentaires un peu plus agréables. Donc en fait, c'est clair. Je vais être terrible, mais quand même, tant pis, je vais l'être. Les chômeurs, les jeunes désœuvrés et les vieux boomers qui sont dans cette ligne-là commentent immédiatement pour m'insulter et dire que j'ai rien compris. Et après, les gens un peu sérieux, un peu actifs viennent commenter et disent autre chose si tu veux. Ouais. Mais tout de suite, les premiers commentaires, à savoir les gens qui se jettent sur toutes ces vidéos. Oui, donc en gros, Rochdi veut que des bourgeois qui vont dans son sens. Voilà. Rochdi, il veut que des bourgeois qui vont dans son sens. Non, plus sérieusement, oui, je suis d'accord sur ça. Effectivement, c'est pareil avec mes vidéos, c'est pareil avec tout. Quand tu postes un tweet, quand tu postes une vidéo, les premiers commentaires, ils ont même pas vu la vidéo en entier. Ah, tais-toi, sale rouquin. Ou ah, tais-toi, Rochdi, truc, machin, nanana, truc, machin. Voilà. Ils te traitent de tous les noms.
Et en général, effectivement, c'est qu'après, une fois que les gens ont vu la vidéo, qu'ils ont pu décortiquer le truc, qu'ils commencent à faire une critique, c'est déjà plus intéressant à regarder, effectivement. Mais au-delà de ça, la majorité des commentaires sur tes vidéos, je dis, c'est des commentaires qui vont à l'encontre de toi, qui vont à l'encontre de ta pensée, qui vont à l'encontre de ce que tu dis. Et surtout, c'est les commentaires les plus likés. Parce qu'à la limite, si c'est les premiers commentaires, mais que ces commentaires-là, ils disparaissent parce qu'ils ne sont pas likés, ok. Mais quand c'est les commentaires les plus likés de tes vidéos, ça veut dire que l'avis général des gens qui ont vu la vidéo et qui sont dans les commentaires pensent de cette manière-là. Donc, ils vont à l'encontre de ce que tu dis. Donc, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut aussi accepter que la plèbe soit critique de ce que tu dis parce que ça s'appelle la remise en question. C'est tout. Si tu te revendiques d'une certaine ligne mais que tu es incohérent ou que tu es dans un sophisme complètement aberrant et horripilant, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, te dire bon bah voilà, c'est peut-être pas la bonne ligne ou alors il faut discuter. Il faut dire ok très bien, je vois ce que tu dis, est-ce que tu peux rentrer en détail sur ça, sur ça? Moi c'est ce que je fais en commentaire, des fois il y a des mecs avec qui je suis pas d'accord, je fais écoute merci de ton commentaire, bon des fois s'ils mettent des insultes je dis t'es pas obligé d'insulter, maintenant explique-moi pourquoi ça, truc, machin. Et c'est comme ça qu'on débat, c'est comme ça qu'on discute, ça fait marcher ça fait marcher le cerveau, surtout dès le matin, et puis voilà, c'est très bien. Rochdi on dirait que c'est quelqu'un qui refuse de discuter avec des gens de YouTube parce qu'en fait il méprise trop les gens. Rochdi, il méprise les gens, on le sent. Il joue l'image du bourgeois, il ne veut traîner qu'avec des bourgeois, hormis quand c'est des belles femmes. Quand c'est des prolos, mais quand c'est des femmes assez belles, baisables, tu vois, Rochdi, ça l'intéresse. En dehors de ça, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que Rochdi, dès que c'est du bon vivant, prolo, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Parce que pour lui, automatiquement, le prolo bon vivant, il n'a pas de glogos, il n'a pas de culture, il est con, il est bête, il est méchant, il vote, il est démocratique, il est ceci, il est cela. Donc, non, les populos conspi, truc, machin, populo je sais pas quoi, voilà, il n'aime pas. Mais moi, je suis désolé, vous savez, je reviens, je le dis souvent, c'est cette phrase-là de Gandhi. Il dit si vous voulez faire grandir votre nation, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous permettre de négliger le moindre de vos compatriotes. Et c'est vrai. Si tu veux faire de ta nation une grande nation, il faut intégrer tous tes compatriotes. Il faut traiter tous leurs problèmes. Voilà. Il faut accepter. Moi, j'écoute beaucoup Sadhguru aussi. C'est un penseur indien, c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout la même thématique. Mais vous savez, il vous le dit, l'acceptation, c'est la liberté. Une fois que tu acceptes, tu es libre. Tu es libre. Quand tu acceptes la critique, quand tu acceptes le woke, quand tu acceptes le gauchiste, quand tu acceptes le droitard, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu peux… il me semble que c'est Marc Aurèle qui dit ça. Justement, il dit même si tu as des préjugés, fais en sorte que la personne en face de toi, tu ne l'avais jamais écoutée. Fais en sorte que… Abstiens-toi de tout jugement et écoute-la. Quand tu écoutes un gauchiste profondément, tu t'abstiens de tout jugement. C'est comme ça justement que tu peux arriver à le décrédibiliser et à discuter avec lui parce que tu t'arrêtes pas à c'est un gauchiste, je veux pas. Ou c'est un pauvre, je veux pas. Ou c'est un bourgeois, je veux pas. C'est très commun chez les gauchistes qui disent bourgeois. Chez le mec de droite, gauchiste. C'est souvent ça malheureusement. Il faut aller au-dessus de tout ça. Il faut s'abstenir de tout jugement. Il faut écouter la personne, accepter. Et c'est en acceptant justement, c'est en étant la personne aussi. Il faut essayer de rentrer dans ce que dit la personne, il faut essayer de se mettre à sa place. Et c'est que comme ça aussi qu'on peut la disqualifier, qu'on peut la discréditer, qu'on peut la décrédibiliser, ne serait-ce que verbalement évidemment. Mais c'est le meilleur moyen aussi de trouver une ligne aussi sur laquelle on peut être d'accord. Et Rochdi, il n'est pas encore prêt à tout ça. Rochdi, il est trop dans son coin, il est trop avec ses petites lunettes, le petit intellectuel. C'est ça, aujourd'hui, il veut créer une droite intellectuelle, il veut traîner qu'avec des mecs qui pensent comme lui, etc. Moi, je suis désolé, c'est pas une ligne qui va durer. Voilà, c'est une ligne, oui, un petit peu niche, qui fait un peu de fric. Voilà, il fait un peu de fric avec ses livres, etc., avec sa maison d'édition, c'est très bien. Mais ça ne durera pas. Dans 20 ans, Rochdi ne sera plus là. Moi, je vous le dis, dans 20 ans, il n'est plus là. Qui sont des consommateurs fous de ce genre de vidéos parce qu'ils vivent dans ce monde complètement fantasmé de la dissidence manichéenne dont je viens de parler. Ces gens-là, immédiatement, commentent et disent des trucs hallucinants. Je veux dire, une fois sur la Russie, sur l'Ukraine, c'est Rochdi ferait mieux d'apprendre ce que c'est que les accords de Minsk. Rochdi ferait mieux de savoir, d'écouter Asselineau. Rochdi ferait mieux. Les gars… Voilà, bah là, je crois qu'il parle du tweet, justement, qui a fait parler de lui, où il s'est pris une branlée monumentale. C'est-à-dire que tous les commentaires du tweet, c'était vraiment… mais c'est terrible. Hein. Et donc là, je vois très bien de qui il parle. En plus, je vois les tweets. C'est ridicule. Voilà. Au lieu de se remettre en question, de se dire, bon, bah voilà… il faut que j'apprenne plus sur le sujet. S'il y a autant de commentaires qui vont à mon encontre, et là, il ne parle pas des petits populos conspi qui ont 2 likes. Hein. Là, on parle vraiment de tweets qui ont 2000 likes qui vont à son encontre. Donc forcément, quand tu as 2000 likes qui vont à ton encontre, c'est que forcément, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est toi le problème. Hein. Quand tous tes amis te disent que tu es un connard, c'est que tu es un connard. C'est pas que tes potes sont des populos conspi ou des cons. Non, je suis désolé.
Donc au bout d'un moment, Rushdie, c'est vraiment son gros problème, hein, c'est l'ego. C'est l'ego. Et c'est le côté, il lui manque le côté spirituel, bah, c'est normal, il n'est pas religieux, c'est un athée pro-américain, pro-Union européenne, pro-identitaire, pro je sais pas quoi. C'est pour ça que ça ne va pas plus loin, excusez-moi. C'est pour ça. C'est parce que je pense qu'il manque de... Ouais, il manque de profondeur en réalité. Il manque de profondeur. Il est trop dans le... En fait, il veut trop contredire, puis il est trop dans l'ego. C'est-à-dire qu'un mec veut lui dire toi, tu connais pas ça. C'est dommage parce qu'en fait, il y a du potentiel. Et moi, c'est ce que je disais dans toute cette droite-là. Ce qui fait chier, c'est qu'il y avait tellement de potentiel avec les Bench, les Papacito. On aurait pu créer un grand mouvement. Enfin, je dis on, je ne me mets pas dedans, mais ils auraient pu créer un grand mouvement avec une ligne. Ils auraient même pu faire un petit gouvernement de droite. Un petit gouvernement de métapolitique de droite. Moi, j'y avais pensé, j'en avais parlé dans une vidéo, ça avait beaucoup plu d'ailleurs. Il aurait fallu que toute cette droite d'Internet, chacun traite une thématique. Vous vous rejoignez tous et chacun traite une thématique. Rushdie, par exemple, il parle beaucoup d'écologie de droite. Rushdie, il est dans le gouvernement de cette métapolitique de droite, il parle de l'écologie. Conversano, il parle de l'identitarisme, truc machin, voilà. Et chacun aurait pu traiter de chaque ligne et à chaque fois, ils auraient pu se regrouper et s'unir. Mais malheureusement, voilà, les intérêts, il y a les intérêts personnels, il y a les intérêts communautaires, il y a les intérêts identitaires, il y a les intérêts financiers. Certains veulent quitter cette ligne-là, d'autres veulent la rejoindre. C'est aussi le problème du collectif, hein. Le collectif, c'est très compliqué à mettre en place. Bon, alors on va s'écouter une dernière minute, puis après on va s'arrêter parce que la vidéo va être un petit peu longue. Ça fait 15 ans, enfin plus de 10 ans que je suis dans le milieu. Je suis allé en Russie, je sais pas combien de fois. J'ai travaillé même avec les Russes. Je connais très bien leur réseau. Je sais comment ils payent. Hein, je sais comment les dissidents de l'espace là sont payés en sous-main par les Russes. Hein, et je rentrerai plus dans les détails s'il le faut un jour. Donc la corruption, elle est surtout de leur côté. C'est marrant, ça me rappelle, tu sais, les souverainistes qui te disent, voilà, la France seule, l'intérêt de la France seule, opposition à tout ça, posture gaulliste. Et en fait, les mecs, ils vont manger des petits fours à l'ambassade de Russie le lendemain. Après avoir posté leur tweet, ils tweetent avec les toits gras, ils ont du saumon et du caviar russe. Ils sont en réception et ils te disent, on prend pas parti, etc. Bah si tu prends parti, mon pote. Ce sont que des escrocs, j'en peux plus. Je vais faire une vidéo, une conférence pour expliquer. Pourquoi je ne suis pas souverainiste, par exemple, parce que c'est la même bande, hein, ils sont souverainistes, populo-conspi et tout. Mais c'est des Ok, donc en gros, il accuse Asselineau, Philippot. En gros, c'est ça. Après, je ne connais pas les grosses têtes du souverainisme. Les plus grosses têtes, c'est ça, c'est Asselineau, Philippot. Dans la dissidence, il y a qui d'autre? Parce qu'à la limite, Xavier Moreau, mais Xavier Moreau, il le dit clairement. Hein, il habite en Russie, il a travaillé pour une chaîne télé russe. Bon, je veux dire, c'est logique. Mais pour le reste, je vois pas. De première, ils connaissent même pas leur histoire, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, enfin, désolé, je parle dans tous les sens, mais ils m'énervent tellement. En fait, ce qui m'énerve chez eux, c'est leur absence de réalisme, leur idéalisme total et leur mensonge. Aujourd'hui, par exemple, ils partent en croisade contre le plan d'austérité de Barnier, tu sais, qui serait imposé par l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui nous impose à avoir un budget à peu près à l'équilibre. Et donc, l'austérité devient un mot terrible imposé par les grands méchants de la Commission européenne. Sauf qu'ils oublient même leur propre histoire. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en 58, la première chose qu'il fait économiquement, c'est appliquer le plan Rueff. Rueff, qui est un grand libéral français issu de la grande école libérale française, les physiocrates, etc. Et donc il applique le plan Rueff, qui est un plan d'austérité, mais vraiment radical. À l'époque, il rogne sur les pensions militaires, avoir une économie compétitive, dès qu'il ratifie. En 50 euros, a appliqué un plan d'austérité d'intérêt très faible grâce à la stabilité de la monnaie européenne. Il y a des choses négatives, bien entendu. Enfin, c'est bien entendu, ne serait-ce que parce que, là encore, l'ennemi principal, selon moi, qui n'est pas les États-Unis, pas beaucoup d'autres choses, c'est l'idéologie de gauche. L'idéologie de gauche gangrène les commissaires européens, Ursula von... Qu'est-ce que j'ai dit? Le camp de droite ne vive que par l'anti-gauchisme. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nicolas Fauré, là, fort, je sais pas quoi? Oui, l'ennemi, c'est pas l'américain. Oui, non, ok. C'est la première puissance mondiale, mais c'est pas l'ennemi, d'accord, ok. Ils n'ont pas du tout l'hégémonie sur le monde entier, d'accord, ok. Ils n'ont pas du tout bombardé des pays, oh, ok, d'accord. Ah, c'est le gauchisme, ah, d'accord, ok. Donc l'ennemi, c'est pas Biden, c'est pas Obama. L'ennemi, c'est pas les grands financiers américains, non, ok. C'est Mathilde Panot, oh, ok. C'est Mélenchon, d'accord, ok. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Non, mais c'est bon. Moi, de base, je voulais faire une vidéo sérieuse. Le mec, il nous sort ça, c'est bon, je m'arrête là. Le livre dans la description si vous voulez le prendre. Like, abonnement. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Non mais c'est vrai, non mais sérieux. Moi je m'arrête là. Je veux dire, je sais pas c'est qui ce type, mais il faut vraiment qu'il aille. Hein. Voilà. Bah, de toute façon, vous avez une idée de la droite. Voilà. La droite, c'est de l'anti-gauchisme, c'est tout. Voilà. C'est les gens qui veulent d'ailleurs jamais s'intéresser aux questions de gauche parce que pour eux, la gauche c'est faible, c'est homo, c'est truc, c'est machin. J'ai tout résumé. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.